Il y a eu des moments où les femmes condamnées ont défié toutes les attentes. Elles sont entrées dans les tribunaux sans posture, mais ce qu'elles ont fait a fait trembler même les juges. Non pas de peur, mais d'indignation. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des cas effrayants de crimes commis par des femmes qui ont choqué le monde et marqué le système judiciaire de manière inimaginable. Et préparez-vous, le dernier cas est le plus perturbant de tous. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et suivez jusqu'à la fin pour connaître les histoires les plus sombres de la justice. La mère de Dubourg, l'histoire sombre de Mary Beth Tinning. Dans une petite ville appelée Dubourg, New York, est née le 11 septembre 1942 une fille que personne n'aurait pu imaginer devenir l'une des figures les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Mary Beth, comme elle fut appelée, eut une vie apparemment ordinaire dans ses premières années. Elle travailla comme serveuse, conduisit des bus scolaires et trouva finalement sa place comme aide-soignante à l'hôpital Ellis à Schenectady. L'année 1965 semblait prometteuse lorsque Mary Beth épousa Joe Tinning. Le couple rêvait d'une grande famille heureuse, et ce rêve commença à se réaliser en 1967, quand ils eurent leur premier enfant. Dans les années suivantes, Mary Beth donnerait naissance à 8 autres enfants, complétant une famille de 9 enfants. La première tragédie survint en 1972, quand Jennifer, âgée de seulement 8 jours, quitta ce monde. Les médecins attribuèrent la mort à une méningite et des abcès cérébraux, une explication qui, bien que triste, semblait assez naturelle pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ce ne fut que le début d'une série de pertes inexplicables qui frapperait la famille Tinning. Un par un, les enfants du couple commencèrent à mourir. Joseph, Barbara, Timothy, Nathan, Mary Frances, Jonathan et Michael. Chaque mort apportait une explication différente, mais aucune n'était complètement satisfaisante. La communauté médicale commença à remarquer un schéma perturbant, mais les morts continuaient sans explication concluante. Ce ne fut qu'avec la mort de Tammy Lynn, le 9e et dernier enfant, âgé de seulement 4 mois, que les autorités lancèrent enfin une enquête approfondie. L'année était 1987, et ce qui émergerait de cette enquête choquerait toute la communauté. Sous un interrogatoire intense, Mary Beth avoua finalement avoir étouffé au moins 4 de ses enfants. Les experts qui analysèrent le cas suggérèrent que Mary Beth pourrait souffrir du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble mental où le responsable cause du tort aux personnes sous ses soins pour obtenir de l'attention et de la sympathie. Cette hypothèse, bien que jamais officiellement confirmée, offrit une possible explication pour des actes si incompréhensibles. Le tribunal condamna Mary Beth pour meurtre au second degré pour la mort de Tammy Lynn, la condamnant à 20 ans de prison à perpétuité. Aujourd'hui, elle reste détenue au centre correctionnel de Bedford Hills pour femmes, où toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été systématiquement refusées. L'histoire de Mary Beth Tinning continue d'intriguer et de perturber ceux qui l'étudient. Comment une mère pourrait-elle commettre de tels actes contre ses propres enfants? Le cas a soulevé d'importantes questions sur la santé mentale maternelle, les systèmes de protection de l'enfance et les signes que la société aurait pu manquer en cours de route. Aileen Wuornos, une trajectoire tragique dans la petite ville de Rochester, Michigan, le 29 février 1956, naissait Aileen Wuornos, une fille dont la vie se transformerait en l'une des histoires criminelles les plus notoires des États-Unis. Personne ne pouvait prévoir que cet enfant deviendrait l'une des tueuses en série les plus célèbres de l'histoire américaine, son cas générant non seulement des gros titres sensationnalistes, mais aussi des débats profonds sur la justice, la violence et la société. Entre 1989 et 1990, une série d'homicides commença à attirer l'attention des autorités. Le schéma était clair. Des hommes étaient retrouvés morts dans des lieux isolés, leurs biens volés, leur vie terminée par des tirs précis. Ce qui rendait ces crimes particulièrement intrigants était que tous les indices pointaient vers une femme, chose rare dans l'univers des meurtres en série. Les crimes s'étendirent sur 3 États, Floride, Michigan et Ohio,
créant une trace de violence qui laissait les autorités perplexes. 7 hommes perdirent leur vie dans cette série de crimes qui semblait sans fin. La méthode était toujours similaire. Les victimes étaient attirées vers des lieux isolés où elles rencontraient leur destin fatal. En 1991, une intense chasse à l'homme fut lancée. La recherche d'Aileen Wuornos se transforma en l'un des cas les plus médiatisés de l'époque. Lorsqu'elle fut finalement capturée, elle n'était plus seulement une suspecte de meurtre. Elle était devenue une figure qui fascinait et repoussait le public américain en égale mesure. Le procès de Wuornos, en 1992, divisa l'opinion publique. Sa défense était constante. Elle affirmait que tous les meurtres avaient été commis en légitime défense, arguant que les victimes avaient tenté de l'attaquer. Cependant, les procureurs peignirent un tableau différent, celui d'une tueuse qui assassinait de sang-froid pour voler ses victimes. Le verdict fut implacable, coupable de 6 accusations de meurtre au premier degré. Par la suite, elle plaiderait encore coupable d'un 7e meurtre. La sentence, la peine de mort. Aileen Wuornos deviendrait la 2e femme en Floride et la 10e aux États-Unis à être exécutée après le rétablissement de la peine de mort en 1976. Les derniers moments de Wuornos furent aussi énigmatiques que sa vie. Elle refusa un dernier repas spécial qui aurait pu coûter jusqu'à $20, optant simplement pour une tasse de café. Ses dernières paroles furent étonnamment particulières, faisant référence à des films et à la religion. Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec The Rock et je reviendrai comme le jour de l'indépendance avec Jésus le 6 juin, comme le film Vaisseau-mère géant, et je reviendrai. En 2002, Aileen Wuornos fut exécutée par injection létale en Floride. Après sa mort, suivant ses souhaits, ses cendres furent ramenées au Michigan, sa terre natale, où elles furent dispersées sous un arbre par son ami d'enfance, Dawn Botkins. Michelle Blair, la mère qui tortura ses enfants avec de l'eau bouillante. Detroit, une ville qui avait déjà vu sa part de crimes, n'était jamais préparée à ce qui serait découvert dans une maison apparemment ordinaire lors d'une journée de travail routinière. Ce qui commença comme une simple ordonnance d'expulsion pour défaut de paiement se transformerait en l'un des cas les plus horrifiants d'infanticide de l'histoire moderne américaine. Michelle Blair vivait une vie apparemment normale aux yeux des voisins. Rien dans sa routine quotidienne ne suggérait le secret macabre qu'elle gardait dans sa propre cuisine. Quand les officiers de justice frappèrent à sa porte ce jour fatidique, ils s'attendaient seulement à réaliser une expulsion de plus. Après tout, Blair avait obstinément refusé de chercher un emploi pour payer ses dettes. Mais le destin avait d'autres plans. En faisant l'inventaire de la maison, les officiers tombèrent sur un congélateur. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur glacerait le sang même de l'enquêteur le plus expérimenté. Les corps de Stephen et Stony Blair, enfants de Mitchell, préservés dans la glace pendant 3 longues années. L'horreur, cependant, ne faisait que commencer. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, une histoire de torture inimaginable commença à émerger. Les derniers jours des enfants furent un cauchemar vivant. Mitchell ne leur avait pas seulement ôté la vie, elle les avait torturés systématiquement de manière qui défie la compréhension humaine. La cruauté était méthodique. Elle les étouffait lentement, arrachait leur peau, les forçait à boire des produits chimiques de nettoyage. Comme si cela ne suffisait pas, elle versait de l'eau bouillante sur leur corps. Les cris, qui ont certainement résonné entre les murs de cette maison, sont restés silencieux pendant 3 ans, préservés dans la glace avec leurs victimes. Au tribunal, Blair montra un visage encore plus perturbant. Quand on l'interrogea sur ses actes, elle présenta une défense qui choqua même les plus sceptiques. Elle prétendait tuer des démons qui abusaient de ses enfants. Mais il n'y avait aucune preuve d'abus, seulement de sa propre cruauté systématique. Le comportement de Blair pendant le procès fut aussi perturbant que ses crimes. Sans montrer une once de remords, elle interrompait fréquemment le juge. Dans un moment particulièrement effrayant, quand son fils survivant déclara qu'il ne voulait pas qu'elle soit libérée, sa réponse fut pure moquerie. « Vous pensiez vraiment que j'allais me rendre parce que j'ai entendu ça? L'enfer? Non, non.
déclara-t-elle froidement, avant d'ajouter les mots qui glaceraient la salle. « Et vous ne ressentez pas de remords? Je tuerai à nouveau. » La juge, en prononçant la sentence, ne cacha pas son dégoût. En tant que mère, votre responsabilité première était de protéger vos enfants, et à cet égard, vous avez complètement échoué. La sentence fut appropriément sévère, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ashley MacArthur, le dernier message. À une époque où les messages textes sont aussi courants que la respiration, personne n'aurait imaginé que ce serait justement eux qui révéleraient un meurtre brutal. À Pensacola, les messages reçus par Cassandra Waller de sa partenaire, l'enquêtrice privée Taylor Wright, sonnaient étranges, artificiels, comme si quelqu'un d'autre se cachait derrière ces mots. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point elle avait raison. Taylor Wright consacrait sa vie à résoudre des mystères et à retrouver des personnes disparues. Mais dans une cruelle ironie du sort, ce serait elle qu'il faudrait retrouver. La dernière trace fiable de son existence. Une réunion avec Ashley MacArthur, qui deviendrait la protagoniste d'un crime méticuleusement planifié. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut un chèque de 34 000 $ déposé sur le compte d'Ashley, de l'argent qui appartenait à Taylor. Pour les enquêteurs, ce dépôt fut comme un phare illuminant le chemin du soupçon. La réponse au mystère était enterrée dans la ferme de la famille MacArthur, littéralement. Ashley n'avait pas seulement planifié le meurtre, elle avait pensé à chaque détail, achetant de la terre et du ciment spécifiquement pour construire la tombe improvisée de Taylor. Le tribunal révélerait un aspect encore plus sombre. Ashley MacArthur n'était pas une criminelle novice. Une peine antérieure de 7 ans pour extorsion et fraude entachait son casier judiciaire. La défense tenta désespérément de salir la réputation de Taylor. Mais comment expliquer l'argent? Comment justifier le corps enterré dans la propriété familiale? Comment expliquer les faux messages envoyés après la mort de Taylor? Ashley MacArthur, vous avez été jugé coupable au-delà de tout doute raisonnable, déclara le juge. La sentence, prison à perpétuité, avec un minimum de 25 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Glenna Durham, le témoignage du perroquet. Dans une histoire où le destin a un sens de l'humour morbide, ce fut un perroquet nommé Bud qui révéla la vérité derrière un crime presque parfait. Glenna Durham et son mari Martin vivaient une vie apparemment normale, jusqu'à ce que des problèmes financiers commencent à ronger leur mariage. La dépendance au jeu de Glenna s'ajoutait aux problèmes de santé de Martin, résultant d'un accident menant à la vente forcée de leur maison. Ce qui semblait être une tragédie de plus d'un couple en difficulté prit un tournant macabre lorsqu'un voisin, inquiet, décida de vérifier comment ils allaient. La scène qu'il découvrit semblait sortie d'un film d'horreur. Tous deux gisaient au sol, abattus. Martin ne survécut pas, mais Glenna, malgré une balle dans la tête, resta en vie, bien qu'elle prétendît ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé. Près des corps, les enquêteurs trouvèrent l'arme du crime et des notes de suicide écrites par Glenna. Tout pointait vers un cas classique d'homicide suivi d'une tentative de suicide. L'histoire aurait pu se terminer là, avec un cas tragique de plus dans les archives de la police. Mais le destin, sous la forme d'un perroquet de compagnie, avait d'autres plans. 1 an après l'incident, Bud, le perroquet de Martin, brisa le silence de l'affaire de la manière la plus inattendue possible. L'oiseau commença à répéter les dernières paroles qu'il avait entendues de son maître, des paroles qui deviendraient cruciales pour l'affaire. Comme un enregistrement macabre du passé, Bud reproduisait les derniers moments de Martin, révélant que Glenna avait tiré dans le dos de son mari avant de tenter de se suicider. Au tribunal, Glenna présentait un mélange perturbant de confusion et de colère, peut-être pour ce qu'elle avait fait, ou peut-être pour avoir échoué dans sa tentative de suicide. Son attitude oscillait entre celle d'une veuve dévastée et celle d'une criminelle frustrée par son plan inachevé. Le témoignage insolite du perroquet, combiné aux preuves physiques et aux notes de suicide, scella le destin de Glenna. Elle reçut une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans une ironie finale, beaucoup souhaitaient qu'elle reçoive la peine de mort, exactement ce qu'elle avait elle-même tenté de s'infliger ce jour fatidique.
Isaac, la fureur pour une extension capillaire. Ce qui semblait être une simple réclamation de consommateur se transforma en l'une des histoires les plus choquantes du système judiciaire. Isaac avait acheté des extensions de cheveux à Eddie Tate et Edwina Thomas, mais son insatisfaction avec le produit conduisit à une réaction que personne n'aurait pu prévoir. Au lieu de chercher une solution pacifique ou légale à sa plainte, Isaac choisit la voie la plus brutale possible. Sans avertissement, elle sortit une arme et tira froidement sur les deux femmes. L'attaque n'ôta pas seulement la vie d'Eddie et d'Edwina, mais aussi celle de l'enfant à naître d'Edwina. 3 vies perdues à cause d'une extension capillaire. Initialement, il semblait qu'Isaac échapperait à la justice lorsque les accusations furent mystérieusement retirées. Cependant, un grand jury renversa cette décision, réintégrant les accusations. Au tribunal, elle tenta une dernière performance dramatique, s'effondrant au sol sous la table. Le juge et le jury, néanmoins, restèrent impassibles face à son théâtre. Le verdict fut clair, coupable. La peine de 30 ans de prison refléta la gravité d'avoir ôté 3 vies pour quelque chose d'aussi trivial qu'une extension de cheveux. Isaac échangea le tapis du tribunal, où elle s'était jetée contre le sol froid et dur d'une cellule de prison, où elle aurait beaucoup de temps pour réfléchir à la façon dont une simple dispute commerciale s'était transformée en un crime odieux. Mia, la fureur incontrôlée. Ce qui commença comme une dispute de plus entre amoureux se termina par l'une des scènes de crime les plus brutales jamais vues. Mia transforma une dispute domestique en un festival d'horreur lorsqu'elle décida d'attaquer son petit ami, Marcel Hill, non seulement avec un couteau, mais avec tout objet qu'elle trouvait sur son chemin. La brutalité de l'attaque fut choquante. 11 coups de couteau ne suffirent pas à assouvir sa fureur. Mia utilisa encore une poêle et même une table comme arme pour s'assurer que Marcel ne survivrait pas. La scène du crime révélait non seulement un meurtre, mais une attaque de rage incontrôlée. Au tribunal, au lieu de montrer du remords, Mia présenta un comportement aussi perturbant que son crime. Elle tenta de plaider la légitime défense, mais ses interruptions constantes et ses provocations envers le juge racontaient une histoire différente. Son comportement était si provocateur que le juge menaça de mettre du ruban adhésif sur sa bouche pour la faire taire. La situation devint si insoutenable que son propre avocat abandonna sa défense, disant au juge de faire ce qui devait être fait. Le résultat fut une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, avec les derniers mots du juge faisant écho à la gravité du crime. « Je suis d'accord avec la famille, j'espère que vous mourrez aussi en prison. » Si vous avez été choqué par les cas d'aujourd'hui, du perroquet qui a dénoncé un meurtre jusqu'à un homicide à cause d'une extension de cheveux, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Dites-nous dans les commentaires quel cas vous a le plus surpris. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus d'histoires qui vous laisseront sans voix.